I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. Je suis arrivé à Mixa il y a 3 ans. Moi au départ je voulais pas du tout faire de recherche. J'avais préparé un cursus plutôt pour être enseignant. Et à la suite de stages et d'expériences dans des classes, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ça que j'avais envie de faire. Et donc sur le tard, j'ai en fait raccroché un cursus recherche. Et à partir de là, donc, je suis arrivé sur Bordeaux. Parce qu'au départ, donc, du coup, je suis originaire des Landes et j'ai fait mes études à Pau. Arrivé sur Bordeaux, j'ai suivi le master biologie et biotechnologie des plantes, un master 1 assez général. Et suite au master 1, donc, j'ai eu juste une année de transition où je suis parti donc, du coup, en Nouvelle-Zélande pendant 1 an. D'un terme humain, c'est sûr que c'est une super expérience. Après, sur le cursus, ce qu'elle m'a apporté, c'est aussi une ouverture d'esprit que peut-être en suivant un parcours trop académique, on n'arrive pas à développer ou qu'on perd peut-être. Et sur la thèse, je pense réellement que ça apporte un plus, parce que ce que j'ai fait là-bas, ça n'a pas du tout à voir dans le milieu de la recherche. Mais je pense que ça apporte une certaine ouverture d'esprit, une façon de penser différente, et sortir peut-être un petit peu d'un cadre qui nous est imposé. Et après, bon, mais bien sûr, la langue, qui mine de rien est hyper important dans le milieu de la recherche. C'est vrai que sur des congrès internationaux, j'ai pas du tout de barrière après à communiquer avec les gens, et ça va être forcément l'interaction avec les gens. Et en rentrant, il s'est posé la question de savoir si je voulais faire plutôt de la recherche ou du professionnel, et c'est vrai que l'aspect recherche me plaisait plus. Et donc je suis arrivé à Mixa à la suite d'un stage de master, de fin d'études, de 6 mois, et qui a débouché ensuite sur une thèse. En fait, je pense que la chance que j'ai eue, c'est d'arriver en stage à Mixa donc avec Marie Foulon-Nioriol, mon encadrante, qui elle démarrait la thématique et démarrait sur le sujet. Mais moi, en arrivant, on a réussi en fait à franchir des paliers ensemble, et on a identifié un axe, validé une thématique et une démarche, et imaginer un projet en fait un peu ensemble, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça s'est fait de manière assez partagée. Et l'histoire de développer le projet sur une thèse s'est fait au cours du stage, où Marie m'a proposé de continuer, de proposer un sujet et d'essayer de continuer l'aventure ensemble. Il faut savoir en fait que Fusarium Graminarum, il y a différents enjeux. Il y a l'enjeu sanitaire. Lorsqu'il se développe chez la plante, il produit des mycotoxines, des métabolites. Donc nous, on en connaît une petite partie parce que ces métabolites sont justement toxiques pour les cellules eucaryotes, donc aussi pour l'homme et les animaux. Le fait de consommer ces grains infectés par le champignon, ça peut amener à certaines maladies dues à la présence de ces toxines. Donc il y a cet enjeu-là en fait, de sécurité alimentaire. Il y a des législations en Europe, aux États-Unis, dans de nombreux pays dans le monde, qui vont en fait surveiller ces niveaux de mycotoxines et ont imposé des législations. Et donc tous les lots qui vont avoir la présence de ces mycotoxines vont être jetés ou utilisés de manière différente et sortir des circuits classiques de consommation. Forcément, l'agriculteur perd de l'argent via une mauvaise qualité de ses grains. Et ensuite, on a le deuxième aspect, donc ça reste un pathogène des céréales. Le fait de se développer sur la plante, ça amène à des pertes de rendement, comme une maladie sur plante classique. Donc voilà, il y a 2 enjeux. Nous, avec notre thèse, on va plutôt traiter l'interaction avec la plante. Faut savoir qu'on peut aussi traiter l'aspect risque mycotoxine en amont ou ensuite lors du stockage des grains. Donc nous on est vraiment sur l'interaction, et le but c'est mieux caractériser l'interaction qu'il y a entre le pathogène et la plante pour derrière supprimer cette interaction, ou du moins la contrôler. Globalement, c'est développer de la génétique quantitative chez Fusarium graminarum. Donc Fusarium graminarum, c'est un champignon pathogène des céréales. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une assez grande diversité donc phénotypique. Les champignons avaient des comportements et des morphologies différentes.
Et nous, l'intérêt qu'on a derrière, c'est essayer de comprendre est-ce que tout ça c'est sur un fond génétique ou est-ce que c'est juste l'environnement qui va un peu influencer tout ça. Et donc nous, l'approche qu'on a développée, c'est on a fait l'hypothèse qu'il y avait un contrôle génétique de cette diversité qu'on observait entre souches et essayer d'identifier les éléments et savoir comment en fait le caractère allait évoluer au fil des générations. Sur ce sujet-là, nous on a développé une approche de génétique quantitative, donc la détection de QTL, qui est basée sur des croisements et de la génétique assez classique. Et donc arrivé au stage, en fait, la question c'est savoir est-ce qu'on peut plutôt développer ce genre d'approche, parce que ça n'avait pas été encore fait au laboratoire. Et donc à l'issue du stage, on a réussi à valider un peu le concept. Et du coup derrière la thèse c'était essayer donc d'identifier ces éléments génétiques et un peu comprendre comment ça fonctionnait chez le champignon. Donc nous en fait on apporte un outil maintenant nouveau, complet, précis. On apporte des connaissances en plus sur le génome de Fusarium graminearum qui était un petit peu connu, mais il y avait toujours des petites zones d'ombre, donc on apporte ça. Et après derrière, effectivement, cette histoire en fait, de comprendre les mécanismes génétiques de cette diversité, ça n'a pas un effet direct sur le sélectionneur qui va pouvoir sélectionner des variétés résistantes aux pathogènes. C'est plutôt sur une optique on va anticiper les risques liés au contournement des résistances. On s'attarde beaucoup sur l'hôte, mais là on étudie une interaction. Et sur l'interaction, il y a le pathogène et on sait qu'il y a des pathogènes qui vont pouvoir évoluer par rapport à ce qu'on fournit, donc des variétés résistantes. Et donc Fusarium graminearum, on a quelques hypothèses comme quoi il semblerait que ce soit un pathogène qui est capable de contourner ces résistances. Il a un potentiel adaptatif. Et du coup, nous, on a réussi à notre manière de le caractériser, du moins sur des souches françaises et sur quelques fonds génétiques que l'on avait au laboratoire. Donc on valide un petit peu cette hypothèse, on arrive à dire bon, il faut être prudent, le pathogène va pouvoir s'adapter à ce que l'on lui propose. Et derrière, l'idée aussi c'est d'essayer de généraliser cette information et avec une approche donc nous de cartographie sur carte génétique. On utilise très peu de souches et en fait l'idée c'est d'essayer d'élargir ça sur des populations naturelles et de mieux comprendre ce mécanisme pour mieux l'anticiper derrière. Donc là c'est vrai que la thèse du coup l'intérêt appliqué, on n'est pas suivi par des financeurs privés, donc c'est quelque chose où on a une certaine liberté académique en fait. Donc le financement que j'ai obtenu, c'est un financement pour payer mon salaire à moi. On n'a pas de frais de fonctionnement sur un projet de recherche pur et dur. Donc on est beaucoup payé sur les fonds propres du laboratoire. Donc ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage majoritaire, forcément, c'est qu'on peut aller un peu où on veut et où on a envie et on trouve qu'il y a un intérêt scientifique à aller. Et l'inconvénient, c'est que du coup, on est beaucoup plus limité sur le fonctionnement, sur les techniques à développer avec la capacité financière que l'on a. Et on a réussi du coup au fil de collaboration et de dialogue avec d'autres personnes à toujours en fait un petit peu aller à droite à gauche et initier des collaborations avec d'autres laboratoires, donc notamment à Clermont-Ferrand, où ils ont réussi à nous ouvrir une certaine porte. Donc le sujet de thèse au départ à Bordeaux, c'est vrai qu'on n'a pas de structure expérimentale pour étudier la plante. Cette collaboration avec Clermont-Ferrand nous a permis en fait, d'ouvrir le sujet de thèse sur l'interaction du champignon avec la plante et élargir forcément le sujet de thèse sur un aspect peut-être un peu plus concret que du in vitro et du laboratoire qu'on avait prévu au départ. Donc voilà, donc le sujet évolue avec les opportunités que l'on a. Et ensuite aussi avec l'obtention d'un financement, on a pu le faire partir en Écosse pendant quelques mois, où là du coup on a plutôt travaillé un aspect technologique qu'on ne maîtrisait pas au laboratoire, de rat sequencing, donc du séquençage, en fait c'est du séquençage de génome, c'est très à la mode, mais du coup qu'on utilise pour faire du génotypage à haut débit. Et cette technique elle a été développée à Édimbourg. La personne qui je suis allé travailler, elle a aidé au développement de la technique sur de l'appliqué, sur du saumon,
pour développer des cartes génétiques et du génotypage à haut débit. Qui dit génotypage à haut débit dit analyse bioinformatique forcément. Le travail qui a été fait là-bas surtout c'était l'utilisation des technologies qu'ils avaient là-bas, des logiciels qui ont été mis à disposition et comment utiliser les logiciels. Et donc tout ça, ça a été fait en Écosse effectivement chez cette équipe-là, donc Ross Houston au Roslin Institute. Ce que j'ai pu observer juste, c'est un système différent en termes de recherche. Le laboratoire où j'étais, c'est un laboratoire assez réputé qui marche donc sur un système anglophone. Et dans ces systèmes-là, on a beaucoup plus d'étudiants pour un chercheur qu'on peut l'avoir en France. En France, il y a un cadre. Un chercheur ne peut pas avoir plus de, on va dire, deux étudiants maximum. À l'étranger, il n'y a pas ce cadre-là dans le système anglo-saxon. Et du coup, ils vont pouvoir... En fait, c'est une recherche à deux vitesses, quoi. Donc je pense que les deux systèmes ont des avantages et des inconvénients. Nous, en France, c'est vrai qu'on est peut-être en perte ou en manque de compétitivité par rapport à ces pays-là, sur le terme de recherche produite. Ensuite, nous, on a vraiment une belle plus-value sur la formation. L'étudiant a un encadrant qui est disponible. À l'INRA et dans d'autres structures en France, en fait, on a beaucoup de formations qui nous sont proposées. On a de l'enseignement qui nous est proposé aussi, si on veut se rapprocher aussi un petit peu de l'enseignement. Tout ça, c'est des choses qui n'ont pas forcément à l'étranger. Et pour avoir discuté un peu avec certains, c'est vrai que le système de formation française est très bien vu et ils sont très contents d'avoir des post-doctorants français qui viennent dans leur laboratoire par la suite. Les perspectives, donc c'est vrai qu'il ne faut pas nier qu'on est dans un contexte un peu compliqué, surtout au niveau de la recherche. On a moins de financement, moins de postes et plus de prétendants au poste. J'ai quand même envie de continuer un petit peu dans cet axe-là, même en sachant que c'est certainement des contrats précaires. J'ai quelques contacts déjà sur des post-docs pour les 2 prochaines années. On songe à partir à l'étranger sur d'autres post-docs mais pour s'aguerrir un peu à l'international. Mais je ne me ferme pas de voie sur un poste dans le privé qui semblerait intéressant, où je ne me dis pas je vais faire de ma vie de la recherche. C'est-à-dire que là, j'ai envie de continuer parce que je me plais et si jamais j'ai l'occasion de partir dans une boîte privée avec un sujet intéressant et excitant, je ne me fermerai pas les portes.